Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce 18e Community Talk. J'ai le plaisir d'accueillir Alexandre Stourbe, délégué général du LabRH. Merci beaucoup Alexandre de nous avoir rejoints aujourd'hui. Bonjour Damien, bonjour à toutes et à tous, merci de me recevoir. Alors, pour vous faire un petit peu le topo, les community talks sont pour objectif de présenter et de valoriser les communautés professionnelles qui, pour nous, sont justement de véritables nœuds économiques qui favorisent les échanges, l'entraide, les interactions et dont on ne parle pas assez à notre goût et qui méritent justement d'être mises en avant. D'où cette série de community talk avec une grande diversité d'intervenants. Aujourd'hui, c'est Alexandre avec le LabRH, mais nous avons eu aussi des clusters, des incubateurs, des associations professionnelles, des clubs d'alumni, des écoles. Donc, c'est assez variable. L'idée étant vraiment de vous présenter un panorama sur ce qu'il est possible de faire en termes d'animation de communauté. Et donc, Superconnecteur est une application de networking à destination des communautés professionnelles, justement pour faciliter l'animation de communautés et valoriser les interactions au sein des communautés et plus largement de leur écosystème, avec notamment la mise à disposition pour vos membres d'un annuaire des membres, une fonctionnalité de messagerie privée pour échanger, de mise en relation pour s'entraider entre membres, un flux d'actualité pour faire vivre votre communauté, la possibilité aussi bien sûr de créer des groupes et des clubs internes. Bref, vous l'avez compris, une solution vraiment dédiée à l'animation de communauté. Et donc, n'hésitez pas à nous contacter puisque nous sommes en phase de lancement. Cette semaine, près de 10 communautés ont déjà embarqué dans Superconnecteur. Donc, si vous voulez aussi essayer gratuitement jusqu'à la fin de l'année Superconnecteur pour votre communauté, n'hésitez pas à nous contacter. Ce sera avec plaisir. Bonjour Alexandre. Rebonjour Damien. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, quel est un petit peu ton parcours, quel est ton rôle avant de vraiment présenter le LabRH? Ouais, avec plaisir. Donc, je m'appelle Alexandre Stourbe, je suis alors délégué général ou directeur général, finalement, peu importe le titre, mais je m'occupe donc du LabRH, qui est une association qui promeut l'innovation RH. On reviendra un petit peu après. Et hyper rapidement sur mon parcours, je ne suis pas du tout issu des ressources humaines puisque je suis ingénieur de formation et j'ai eu plusieurs vies. Une vie de salarié dans le conseil et puis aussi une vie d'entrepreneur où j'ai entrepris dans une startup dans les RH, ce qui m'a amené au LabRH. Et puis après, le LabRH m'a recruté tout simplement sur cette fonction de délégué ou directeur général de l'association. Merci pour cette courte présentation. Alors, du coup, qu'est-ce que le LabRH? Explique-nous. Alors, le LabRH, de manière hyper basique, c'est une association loi 1901 à but non lucratif qui a pour objet de promouvoir l'innovation RH en France. Bon, un peu plus concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'aujourd'hui, on fédère un certain nombre d'acteurs dans une logique d'acculturation des entreprises et de promotion de l'innovation RH à travers toutes ces solutions qui existent en France, hein, puisque nous, on est vraiment spécialisé sur la France. Toutes ces solutions digitales ou pas, d'ailleurs, portées par des entrepreneurs qui aujourd'hui permettent d'accompagner la transformation de la fonction RH, voire même d'aller plus loin et d'accompagner la transformation des organisations. Donc on est un écosystème, on se définit comme ça, on est un écosystème collaboratif basé sur l'intelligence collective pour servir la transformation de la fonction RH. Chers participants, si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de réagir à tout ce que l'on va raconter pendant ces 45 minutes directement à travers le chat sur la droite de votre écran. Et vous avez aussi une rubrique questions. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions à adresser à Alexandre, vous pouvez le faire directement dans cette rubrique. Ils nous répondront, c'est promis, à toutes les questions d'ici la fin du webinaire. Ok, super. Et donc aujourd'hui, c'est combien de membres la communauté en fait du LabRH et c'est quelle typologie de membres? Parce que justement, tu parlais d'écosystème, donc j'imagine qu'il y a une vraie diversité dans les typologies d'entreprises ou de profils qui font partie de la communauté. Ouais, je vais juste me permettre de revenir sur l'histoire du LabRH pour bien comprendre en fait pourquoi et comment ça s'est créé. En fait, le LabRH, donc cette association, a été créée par des entrepreneurs justement dans le monde des RH qui avaient deux entrepreneurs, hein, Jérémy et Boris, qui avaient chacun leur start-up et qui se sont rendus compte, on était en 2014-2015, qu'il était très difficile d'aller voir un décideur RH dans une entreprise et de lui parler d'innovation RH à l'époque. Et puis finalement, hein, une chose est claire, c'est que la fonction RH dans les entreprises a toujours été le parent pauvre de l'entreprise. C'est là où on investissait le moins d'argent, donc avec des budgets très limités. Et eux se retrouvaient à se battre finalement l'un contre l'autre sur un segment, puisqu'ils adressaient à peu près le même segment, pour au final pas grand-chose. Et donc ils se sont dit, plutôt que de perdre
des forces là-dedans, du temps, de l'énergie, autant se réunir et essayer d'être plus fort à plusieurs et donc de pouvoir évangéliser d'une certaine manière le marché. Donc c'est comme ça qu'est né le LabRH. À la base, c'était une super fédération de start-up. Et en fait, assez rapidement, eh bien, les entreprises, donc les décideurs RH se sont dit, ah tiens, ça peut être intéressant justement de se connecter à cette super fédération parce qu'on va pouvoir y trouver beaucoup plus facilement les solutions qui pourraient nous aider à l'avenir à développer la fonction RH. Donc c'est comme ça qu'est né le LabRH. Et donc aujourd'hui, on se retrouve en effet, comme tu le dis Damien, avec une certaine hétérogénéité finalement dans nos membres. Moi, je dis toujours qu'on a deux grandes catégories. On a ce qu'on appelle, alors c'est notre langage à nous, l'ABRH, ce qu'on appelle les startups, donc toutes les entreprises qui proposent une innovation dans les ressources humaines. Alors, il s'avère que ce ne sont pas que des startups, parce qu'on a à la fois en effet de réelles startups, de jeunes entreprises qui sont en phase de croissance, mais on a aussi dans nos membres des entreprises beaucoup plus installées, qui ont levé des dizaines de millions d'euros et qui voilà, sont reconnues dans le monde des ressources humaines. Et après, est-ce qu'on peut toujours parler d'elles comme étant des startups, hein? Je pense à des job teasers, à des Klaxoon, voilà, ce genre d'entreprise. Bon, c'est plusieurs centaines de salariés. Dans les scale-up, effectivement. Voilà, on est des gros scale-up. Mais bon, nous, on les range dans la catégorie startup. Donc, on a 250, enfin 260 aujourd'hui membres startup au sein de notre écosystème. Et de l'autre côté, eh bien, on a les entreprises plus traditionnelles qui sont à ce jour plutôt les entreprises du CAC 40 et du SBF 120. Alors, on essaie d'aller voir les PME et les ETI françaises aussi pour leur essayer de les aider à s'acculturer. Et donc là, on a 80 adhérents corporate au sein de notre association. Donc ça, c'est les deux grandes catégories, mais finalement, parce que tu disais en introduction sur les community talks, ce que vous avez pu avoir comme invité, on peut être défini presque comme un pôle de compétitivité, puisque en fait, au sein de notre association, on a aussi des cabinets de conseil, des cabinets de recrutement, des éditeurs de logiciels, des écoles, des universités, des laboratoires de recherche. Bref, tout acteur qui va travailler de près ou de loin sur l'innovation RH. Et donc, on doit animer toute cette communauté. Ok, merci. Et alors, selon toi, d'ailleurs, quels sont vraiment les fondamentaux justement pour créer une communauté? Et d'ailleurs, quand la communauté du LabRH s'est créée, c'était en quelle année? 2015, il y a 5 ans. Et alors, sur quels fondamentaux ça s'est créé vraiment la communauté et autour de quelle mission, de quel noyau vraiment vous avez réussi à fédérer rapidement? Parce qu'aujourd'hui, c'est une communauté qui est quand même importante, mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelles ont été ces différentes étapes? Alors, déjà, il y a eu la définition des missions à la base. Alors, ça a évolué, bien évidemment, en 5 ans. Alors, c'est court, mais c'est à la fois long aussi dans la vie d'une transformation d'une fonction. Il y a eu des missions. À la base, les missions, c'était favoriser l'accès à l'emploi, dynamiser la croissance et puis résoudre le chômage, en fait. Voilà, ça, c'était vraiment les grands objectifs. Et on embarquait, du coup, les gens, enfin les entreprises, à travers ces missions-là. Après, derrière, il y avait aussi des valeurs qu'on portait en interne. On voulait vraiment que ça soit un écosystème collaboratif, mais réellement collaboratif. C'est-à-dire qu'on c'est pas un club d'affaires. On est là pour échanger des pratiques, s'entraider, parce que on était dans une logique, c'était le démarrage justement de cette fameuse transformation de la fonction RH, et donc il fallait de l'entraide, il fallait donner de la visibilité à certains membres, il fallait se connecter d'autres membres à d'autres, etc. Et donc cette logique de transparence et de collectif était hyper importante. D'ailleurs, au début, il y a eu beaucoup de startups qui se sont, alors je parle côté startup, qui se sont connectés à notre écosystème, pensant qu'on allait donner du business assez facilement. Mais c'était pas notre vocation n'est pas là, n'est pas à donner du business. Encore une fois, on n'est pas un club d'affaires et les choses étaient posées telles quelles. Et donc, bien évidemment, on en a déçu quelques-uns, mais au moins les choses étaient claires. Et donc, on a eu même des startups qui n'étaient pas pour avoir des concurrents à elles au sein même de l'écosystème. Sauf que nous, aujourd'hui, on prône la coopétition, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, deux entreprises qui sont concurrentes sur le marché, au contraire, peuvent réunir leurs forces pour être encore plus fortes sur le marché. On l'a vu à plusieurs reprises. La première fois, c'est justement les fondateurs qui étaient concurrents et qui se sont réunis pour créer cette association. Et nous, au sein de notre association, on a vu des entreprises qui finalement se sont dit, ouais, on est peut-être concurrents, mais on est en fait très complémentaires dans
la catégorie des clients qu'on approche ou dans le produit qu'on propose. Et donc, on a vu je ne vais pas dire des fusions, mais des rapprochements assez forts entre entreprises, justement pour promouvoir certaines innovations dans les ressources humaines. Ok. Et alors justement, quelles sont du coup les attentes aujourd'hui des différentes typologies de membres qui rejoignent le LabRH? Alors, il y a plusieurs. Je ne sais pas si vous m'entendez encore bien ou vous me voyez parce que j'ai l'impression que ma bande passante n'est pas terrible. Tu me dis, Damien? Pour ma part, apparemment, c'est très bien, tout va bien. Ok, ça marche. Euh, du coup, bon, les attentes, elles sont. Pour moi, il y a deux grandes attentes. Je m'explique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a les startups et puis les corporates. Donc, il y a les attentes des startups et les attentes des corporates. Donc, en fait, dans notre animation, notre communauté, en fait, on anime deux communautés en réel. On anime une communauté de startups et une communauté de grands comptes. Et les attentes sont différentes. Côté startup, bien évidemment, on est sur des attentes de visibilité, de croissance de l'entreprise. Si possible, à un moment donné, bah oui, bien sûr, in fine, c'est pouvoir faire du business, hein, c'est évident. Et donc, il y a cette attente qui est assez forte côté startup. Donc, on l'anime d'une certaine façon et je pourrais le développer si tu le souhaites par la suite. Et de l'autre côté, côté grand compte, côté entreprise classique, là, il y a une réelle attente et puis on le voit en plus avec ce qu'on vit aujourd'hui, une réelle attente de vouloir se connecter entre pairs et de pouvoir échanger. Beaucoup d'échanges, mais entre décideurs RH. En fait, là, il y a une très très forte attente autour de ça, et donc il y a une façon justement d'amener ces échanges et de pouvoir animer cette communauté de cette manière-là. Ok. Et alors justement, quel est le modèle économique aujourd'hui du LabRH? Nous, on vit uniquement sur nos adhésions. Enfin, je dis uniquement, je vais peut-être un peu trop vite, mais aller à 70-80%, on vit sur les adhésions de nos membres. Donc, chaque membre paie une cotisation annuelle. Et puis, il y a à peu près 20% où on a des partenaires stratégiques, c'est-à-dire des entreprises qui mettent un peu plus qu'une simple adhésion, avec une feuille de route plus spécifique pour ces entreprises. Donc là, aujourd'hui, on a 7 partenaires stratégiques. Et, et puis le reste, hein, si vous faites les calculs, j'arrive globalement entre 90 et 100%, mais donc il y a entre 0 et 10%, ça oscille en fonction des années. C'est de la prestation, puisque quand bien même on est une association loi 1901 à but non lucratif, on est sollicité par nos membres corporate sur des missions d'accompagnement. Alors après, nous, en tant qu'association, on n'a pas pour vocation à devenir un cabinet de conseil. En revanche, on va s'appuyer sur notre écosystème. Donc, on a mappé en fait toutes les compétences de notre écosystème côté startup, non pas sur les solutions que proposent les startups, mais sur la façon dont les entrepreneurs peuvent accompagner des professionnels de la fonction RH à réfléchir à une de leurs problématiques et à résoudre cette problématique, soit par le prisme de l'innovation servicielle, soit par le prisme de l'innovation technologique. Ok. Et, alors, par rapport au modèle économique, donc aujourd'hui, si ce n'est pas indiscret, vous vous positionnez sur quel type de pricing et ce pricing évolue selon le CA de l'entreprise, selon son effectif, vous fonctionnez comment? Alors, donc, en fait, on a grosso modo 3 pricing. Un pricing pour les startups, les entreprises dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc là, on va aller, il y a 3 niveaux, 250 euros, 500 euros et 1000 euros, l'adhésion annuelle, et qui va dépendre de la maturité de l'entreprise. Soit je suis en amorçage, décollage ou scale-up, 250, 500, 1000 euros. Après, il y a côté corporate, donc plutôt côté grandes entreprises, on a 2 niveaux. On a une adhésion pour les entreprises de moins de 1000 salariés, et là, elle paye 4000 euros l'adhésion annuelle. Et pour les entreprises donc, de plus de 1000 salariés, donc tout le reste, paye 7000 euros l'adhésion à l'année. Et c'est au nom d'une entreprise, hein, je précise, hein, ce n'est pas des adhésions personnelles. Et enfin, la troisième catégorie, ce sont les cabinets de conseil, cabinets de recrutement. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, c'était très difficile aussi de répondre à leurs enjeux. Aujourd'hui, un cabinet de conseil, un cabinet de recrutement a clairement un enjeu de pouvoir aller promouvoir sa solution, d'aller vendre son service directement à un décideur RH. Et donc, on a décidé de créer une catégorie spécifique autour de ça. Et donc, ces entreprises vont payer 4000 euros. Ok.
Et donc, effectivement, tout à l'heure, tu parlais de la satisfaction et de leurs attentes. Quelles sont donc les actions que vous mettez en place pour justement répondre à ces besoins, aussi bien du côté des startups que des grands comptes, que ceux qui veulent du conseil et de l'accompagnement, les partenaires stratégiques? Comment Ouais. est-ce que vous faites pour orchestrer tout ça et répondre à leurs besoins en termes d'action? Alors, je mets de côté les fameux partenaires stratégiques, puisqu'en effet, comme je disais tout à l'heure, il y a une sorte de roadmap spécifique avec ces partenaires qu'on réalise. Donc, globalement, c'est de l'échange de services, mais sur mesure pour ces partenaires. Après, pour essayer donc de généraliser côté startup et côté grand compte. Donc, côté startup, alors il y a un tronc commun quand même. Pour les startups et pour les corporates, il y a un tronc commun, c'est que nous, la BRH, on fait de la production d'événements. Donc, on a un planning événementiel. On essaie d'anticiper au maximum. Donc là, on a un planning événementiel qui est calé sur toute l'année 2021, ce qui permet à nos membres tout simplement d'écrire dans son agenda les dates des événements qui les intéressent. Donc là, ce planning événementiel est identique pour tous nos membres. Tout le monde peut y participer. C'est ce qu'on appelle, nous, les matinales. On organise une matinale par mois sur une thématique spécifique. Et on organise aussi, une fois tous les 2 mois ou une fois tous les trimestres, un testé en live, c'est-à-dire qu'on va permettre à des startups de présenter des cas clients en réponse à une problématique d'un de nos membres, mais tout le monde peut y participer. Donc, c'est des demo days, donc on appelle ça les testés en live. Donc ça, c'est pour tout le monde. Après, de la même manière, pour tout le monde, il y a des newsletters. C'est une façon d'animer une communauté. Alors, c'est très basique, je suis désolé ce que je dis, hein, mais ça mérite encore de fonctionner. Une newsletter qui part chaque mois. Alors, une newsletter qui est spécifique pour les startups et puis une newsletter qui est spécifique pour les corporates, bien évidemment. Ensuite, pareil, ça marche bien dans l'animation d'une communauté. Ce sont les sites internet avec des espaces logués, donc pour les membres, et donc avec la diffusion de contenu. Donc pareil, que vous soyez startup ou corporate, vous allez plus ou moins avoir accès au même contenu, mais en tout cas, vous allez pouvoir accéder avec un espace logué au site internet, donc avec partage d'articles, diffusion de brèves, etc., etc. Bon. Ensuite, on va rentrer dans les spécificités. Côté startup, l'attente de notre écosystème, après, je ne sais pas si c'est pareil pour d'autres écosystèmes, mais en tout cas, l'attente de notre écosystème, c'est des formes d'accompagnement, finalement, et donc d'accélération de la startup. Donc, on met à disposition, nous, des formations gratuites, à 95% d'entre elles. Régulièrement, on a, grosso modo, entre 5 et 7 formations par mois qui sont proposées à notre écosystème de startup. Alors, c'est très varié. Formation juridique, formation de prise en parole en public, comment lever des fonds, etc., etc. Et deuxième chose qu'on met aussi à disposition de nos startups, eh bien, ce sont des sessions de mentorat, de la même manière, de façon illimitée et gratuite. Donc, on a, nous, sourcé, identifié un pool de mentors au sein du LabRH et qui joue le jeu. Et donc, chaque startup membre du LabRH, les 260, peuvent solliciter des mentors et si elle va être accompagnée toutes les semaines par le même mentor pendant un an, bah, si le mentor est OK, ils le font et ils sont accompagnés. Voilà, donc ça, c'est côté startup. Et côté corporate, ce que je vais rajouter, c'est que ce que je disais tout à l'heure dans l'animation de communauté, il y a une réelle attente d'échanger entre pairs, entre décideurs RH. Et donc, nous, on a mis en place ce qu'on appelle des meet and share. Donc, ce sont des ateliers d'échange de pratiques entre pairs. Qui sont animés donc par nos soins, un peu en mode atelier de co-développement finalement. Et donc là, on en organise une fois par mois. Donc c'est un rendez-vous régulier avec des thématiques différentes à chaque fois. Et puis on a aussi développé une application de micro-learning à destination de nos membres, justement puisqu'on est dans cette logique de promouvoir l'innovation RH en France, donc et donc dans les différentes organisations. Et bien donc on a déployé gratuitement une application de micro-learning pour nos membres corporate. Et donc, on crée des capsules et on diffuse régulièrement du contenu à travers cette application de micro-learning. Et enfin, et je terminerai là-dessus aussi pour nos adhérents corporate, on a également créé une marketplace, en fait, qui est un outil de sourcing de start-up pour les corporates. Donc, je suis un RH dans une entreprise, je cherche une start-up qui peut m'accompagner sur mon process d'onboarding de candidats. En tapant 2-3 mots-clés, je vais avoir le listing des startups qui travaillent là-dedans et avec des descriptifs de ces startups.
Super intéressant, je te remercie. Et du coup, quels sont les différents outils? Parce que tu parlais d'un espace logué, tu parlais d'une application. Quels sont un peu ces outils justement que vous utilisez? Alors, c'est là où ça devient très compliqué. Et je vais être très honnête avec vous, c'est que l'animation d'une communauté, c'est ultra compliqué en soi. Donc, j'ai parlé, enfin, les outils, un outil de base, hein, j'ai parlé, c'est la newsletter. C'est un outil à part entière dans l'animation d'une communauté. Après, il y a les outils événementiels, hein, les ateliers d'échange de pratiques entre pairs. C'est aussi un outil de pouvoir animer des communautés. Nous, avec les startups, on utilise Slack, qui permet aussi de créer un lien assez facilement avec nos membres. Après, il faut l'engagement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut être sur 5 channels Slack, on n'a plus le temps de tout gérer, ça devient compliqué. Donc, c'est toutes les limites du digital. Le problème, c'est que Slack ne s'applique pas au monde de l'entreprise. Quand vous êtes une entreprise, une grande entreprise du CAC 40, par exemple, les accès sont limités à ces outils externes. Donc, il faut trouver d'autres façons d'animer cette communauté. On n'a pas trouvé la martingale encore. On ne sait pas trop comment le faire. Alors après, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à créer des sous-groupes. Et donc, on a créé des sortes de clubs à l'intérieur du Lab RH. On a un club qui est plutôt orienté qualité de vie au travail. On a un club qui est vraiment sur la prospective en termes d'innovation. Et donc là, ces clubs se réunissent aussi de manière régulière. Et puis là, pareil, je suis désolé, c'est pas ultra innovant, mais avec un WhatsApp, eh bien, on crée l'adhésion au sein même de ce club. Donc, avec un WhatsApp par club, du coup. Pardon? Avec un WhatsApp par club. Et avec un WhatsApp par club, ouais, exactement. Alors après, on a des ambitions, hein, très clairement, et puis on essaie de réfléchir. Alors peut-être que Superconnecteur peut être justement un super outil pour animer la communauté et je serais ravi de pouvoir en parler par la suite. Nous, on a un de nos partenaires qui est Microsoft, qui est partenaire stratégique du Lab RH. C'est vrai que dans le monde de la grande entreprise, tout le monde passe par Teams et par la suite de Microsoft. Donc, est-ce qu'il y a des choses à créer avec Teams? J'en sais rien. Peut-être, très certainement, pour animer les communautés, j'imagine. Après, on reste une association. Je pense que tu vois de quoi je parle, Damien. On fait avec les moyens qu'on a. Donc, voilà. Donc, il faut y aller étape par étape. Mais après, une chose est sûre, c'est que nous, on voit dans notre limite, on voit les limites au sein du Lab RH. Ça fait 5 ans qu'on existe. Un site internet avec un espace logué, une marketplace où c'est un autre accès à un site internet, une application mobile de micro-learning, un Slack pour les startups, plus des newsletters. En fait, on a tellement de canaux de diffusion que bien évidemment, on commence à devenir schizophrène et puis nos membres aussi, disant OK, sur quoi je vais? Est-ce que je vais sur Slack? Est-ce que je vais sur la newsletter? Est-ce que je vais sur le site internet? Où est-ce que je vais pouvoir avoir le maximum d'informations? Donc, c'est toute la difficulté et aujourd'hui, on est encore en phase de réflexion sur comment rassembler tout ça et en fait avoir un point d'entrée. Super intéressant, je te remercie. Aujourd'hui, parce que tu parlais justement de cette partie budget, si c'est pas indiscret, le budget de fonctionnement pour faire tourner la machine, le Lab RH sur un an. Alors, donc nous, alors c'est public, hein, c'est une association, donc j'ai aucun problème pour évoquer ça. Globalement, donc je vais parler de chiffre d'affaires, ça simplifie, parce que je ne sais pas quelle est la catégorie de gens qui nous écoutent, mais dans une entreprise, on parle de chiffre d'affaires. Nous, globalement, le chiffre d'affaires à peu près est de 1 million d'euros environ par an. 1 million 100, 1 million, enfin, c'est à peu près dans ces eaux-là. Après, nous, nos charges à nous vont s'élever entre 700 et 800 000 euros. Alors, ça ne veut pas dire qu'on fait 200 000 euros de résultats positifs, je précise. Simplement, c'est que comme on redistribue de la valeur au sein de notre écosystème, eh bien, il y a des flux financiers qui font augmenter notre chiffre d'affaires, mais après qu'on reverse directement à nos startups. Bon, parce qu'on sert aussi de tiers de confiance en tant que communauté. On sert de tiers de confiance pour nos membres. Et ça, c'est un point important. C'est qu'aujourd'hui, les startups ou toute entreprise, alors c'est vrai dans les ressources humaines, ça peut être vrai dans d'autres métiers, il y a toujours cette problématique de référencement auprès des grandes entreprises. Et donc, pour simplifier, et parfois c'est beaucoup plus facile, en fait, nous, on sert de tête de pont pour référencer tout un panel de startups auprès de grandes entreprises. Et donc, c'est pour ça qu'il y a du flux financier qui passe par l'association. Donc, voilà comment nous... De facilement mesurer le ROI de tes adhérents à la fin de l'année, du coup. Oui, encore.
Oui, encore faut-il être bien outillé parce que malheureusement, c'est très souvent des petites missions, c'est des petites choses et puis on voit pas tout le temps. Donc oui, on peut faire le l'in-between, enfin la mise en relation et puis servir de pont là-dessus, mais c'est assez difficile. Et puis le ROI, il est limité à ces fameuses missions entre guillemets dites de conseil. Euh, Après, on fait de la mise en relation en tant que communauté. On est là aussi pour mettre en relation les startups avec les corporates. Et donc, ça se fait un peu comme ça à la volée. Donc, le truc, c'est que tracer tout ça, c'est super compliqué. Alors, nous, en interne, on utilise Salesforce, qui est un outil gratuit pour les associations, mais avec toutes les limites d'un outil comme Salesforce, puisque c'est des machines de guerre, quoi, globalement. Donc, à l'échelle d'une association, en plus de ça, nous, notre écosystème est un écosystème quand même relativement particulier. Mais faut tordre un peu le Salesforce pour faire rentrer toute la data dedans. Et donc, voilà, on est toujours dans les limites de l'organisation d'une association. C'est qu'on fait avec nos moyens. On est quelques membres permanents. Et donc, on a à s'améliorer là-dessus. Donc, on essaye au maximum de tracer sur Salesforce toutes les actions qu'on peut mettre en place et toutes les mises en relation. Bon, mais parfois, il y en a certaines qui passent à travers les mailles du filet. J'en profite du coup très nativement sur Superconnecteur. L'ADN, c'est les mises en relation. Donc, chaque mise en relation qui est faite entre un community leader et les membres pour les aider, ou même les membres entre eux, sont tracés et valorisés derrière. Ben voilà, donc ça, je pense qu'il faut qu'on ait un échange après. Ok, excellent. Et du coup, on parlait là du budget de fonctionnement, l'organisation, toutes ces actions, et quelle est l'équipe de permanents, plus ou moins, qui anime cette communauté? Et au-delà de cette équipe de permanents, est-ce que vous appuyez aussi sur des bénévoles ou des adhérents un peu ambassadeurs pour déployer toutes ces actions? Alors, je vais répondre point par point à ta question. Premièrement, donc concernant les membres permanents, en effet, donc il y a une équipe de permanents qui est au sein de l'association. Donc, on est 11 membres permanents aujourd'hui au sein de l'association, qui n'ont pas tous un statut de CDI au sein de l'association. On a donc 4 personnes qui sont en CDI. On a aussi des CDD, puisqu'on a des doctorants au sein de l'association. On a un lab RH, donc il y a cette notion de recherche. Donc, on a des doctorants en thèse CIFRE au sein de l'association qui sont en CDD. On a des stagiaires et des apprentis. Et puis, on a aussi des freelances. Notre DAF est en freelance. Et puis, notre responsable des relations presse et celui qui nous aide à monter les événements est aussi en freelance. On a donc un président qui est président donc de l'association. Ça fait 3 ans qu'il est président de l'association. Donc, il s'appelle Yves Grandmontagne, qui est l'ancien DRH de Microsoft et l'ancien DRH de Pfizer. On entend beaucoup parler de Pfizer en ce moment. Et voilà. Et après, donc à côté de ça, on a comme organe aussi pour nous accompagner un conseil d'administration qui est élu par l'Assemblée générale. Alors le conseil d'administration est assez grand puisqu'on a 22 membres du conseil d'administration, mais qui est représentatif de nos membres. Start-up, corporate, école, cabinet de conseil, etc., etc. Voilà, on décline tout ça. Donc, ce qui nous permet de co-construire une feuille de route en termes de stratégie d'évolution du LabRH. Après la suite de ta question, je me souviens plus, Damien. Du coup, tu as une équipe plus ou moins de permanents, même s'ils sont freelance. Ça représente à peu près combien de personnes, du coup? C'était 11 personnes de permanents. Et ouais, voilà, c'est là, je raccroche les wagons. C'était sur les bénévoles. Ouais. Alors, déjà d'une, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que nous, on a identifié des experts au sein de l'association. D'accord ? Quand on est sollicité par des adhérents sur certaines missions, eh bien, on peut aller voir ce pool d'experts. Donc, ce ne sont pas des bénévoles, mais ce sont des personnes qui vont s'engager un tout petit peu plus dans l'association parce que donc vont jouer le jeu de répondre à des appels d'offres, typiquement, donc de prendre du temps sur leur job en parallèle, de prendre du temps pour répondre à des appels d'offres. Mais après, le jeu peut en valoir la chandelle puisque ça peut décrocher des contrats qu'ils vont pouvoir réaliser, donc du chiffre d'affaires. Après, sur la notion de bénévole, alors on y pense régulièrement, avec toute la difficulté de gérer des bénévoles. Alors, je sais qu'il y a des associations qui sont très douées là-dedans, qui arrivent très bien à travailler avec des bénévoles. Nous, on a toujours du mal, en fait, à travailler avec des bénévoles. Parce qu'un bénévole n'est pas disponible à temps plein et que nous, très souvent, les choses qu'on a à faire, c'est des choses qui s'inscrivent un peu plus dans la durée. Donc, on pourrait
faire appel à des bénévoles pour nous aider le jour J quand on monte un salon, par exemple, ou travailler sur une matinale. Mais bon, la valeur ajoutée du bénévole, elle est assez minime, alors que nous, on veut apporter une vraie valeur ajoutée pour le bénévole. Donc c'est pour ça qu'on a toujours eu du mal à travailler là-dessus. Et l'autre sujet sur lequel on a eu un peu plus de mal, on l'a fait, hein, c'est de s'appuyer sur des donc bénévoles aussi pour développer l'activité en région du LabRH. Mais pareil, la difficulté, c'est que ces bénévoles, quand bien même sont hyper motivés, donnent de leur temps, ils donnent de leur temps, donc ils font ça à leurs heures perdues, quand ils ont un petit slot pour dédier au LabRH. Donc, c'est pas quelque chose de pérenne pour réussir à accompagner le développement du LabRH sur les territoires régionaux. Donc, voilà, donc c'est pour ça il y a toute cette limite en fait du bénévolat, et on a eu du mal, de manière très honnête aujourd'hui, à pouvoir, enfin, on sait l'animer, mais à pouvoir en tirer directement les fruits, en fait, c'est super long du coup. Ok, donc aujourd'hui, c'est vraiment cette équipe de permanents LabRH qui vraiment sert de moteur aujourd'hui pour faire tourner l'association. Ouais. Alors après, encore une fois, hein, on va solliciter clairement régulièrement notre écosystème. Euh, Quand on a des questions plus précises, on va aller voir des experts. Quand il s'agit d'aller chercher des intervenants pour animer ou intervenir sur nos événements, on va aller chercher dans notre écosystème. C'est pas tout le temps nous qui nous positionnons en tant que membres permanents sur la prise de parole et sur la vision qu'on peut avoir des ressources humaines à moyen long terme. Et de la même façon, tous les articles qu'on rédige, les blogs, ce n'est pas forcément que nous, membres permanents, qui allons les rédiger. On va pouvoir justement, en ayant identifié ces experts, aller les solliciter pour donner leur point de vue à travers un article, à travers une tribune. Et puis là, on travaille après sur la visibilité. Ça leur donne de la visibilité. Et nous, ce qu'on leur assure en contrepartie, c'est un certain nombre de partenariats avec des médias qui permettent de diffuser l'information au plus grand nombre et donc d'augmenter leur visibilité en contrepartie de cet investissement. Et aujourd'hui, quel est l'écosystème autour du LabRH? Parce que vous êtes vous-même en tant que communauté un écosystème. Est-ce que autour de vous, vous avez un écosystème un peu vraiment externe pour le coup, dans lequel, par exemple, j'intégrerai des parties prenantes comme Pôle emploi, la PEC, mais il y en a certainement d'autres qui ne font pas forcément partie de la communauté, quoique peut-être, je ne sais pas. Mais voilà, dans quel écosystème aussi gravite du coup le LabRH? Mais en fait, c'est une question qui est très intéressante parce que ça pousse justement le modèle des écosystèmes ou des communautés. En fait, une communauté ne peut pas vivre seule, à mon sens. Une communauté, elle vit grâce aussi aux autres communautés. Et donc, c'est là où tout l'intérêt, c'est de créer des réseaux entre communautés, entre écosystèmes. Et nous, on est vraiment dans cette logique écosystémique. Pour illustrer ça, en fait, il y a plusieurs exemples. La première chose, tu as cité Pôle emploi, APEC. On peut parler aussi de l'ANDRH, l'Association nationale des DRH en France, qui est une association. Mon webinaire d'ailleurs il y a 2-3 semaines justement. Voilà, donc typiquement avec l'ANDRH, on essaye de créer des relations et donc de pouvoir faire des échanges entre nous, essayer de faire des événements communs, etc. Je parle de l'ANDRH, ça peut être avec d'autres écosystèmes. Je sais que tu reçois bientôt Fabien de Rhizome, Paris Senco. Typiquement, je ne vais pas dire qu'on travaille main dans la main. Pardon ? Fabien d'ailleurs qui nous suit, qui nous écoute. Voilà, salut Fabien. Je ne vais pas dire qu'on travaille main dans la main, mais il y a une réelle connexion aussi entre l'écosystème donc de Rhizome, Paris Senco et le LabRH, puisqu'on sert la même cause en fait. Et l'idée, c'est pas de dire le LabRH doit être la référence sur le marché en termes d'innovation RH. Et non, en fait, les écosystèmes doivent aider ensemble à promouvoir cette innovation, à insuffler cette innovation, à acculturer les entreprises à la transformation de la fonction RH et puis à aider aussi ces startups à grandir et puis à devenir de futures pépites. Et puis après, on est allé un peu plus loin justement aussi dans cette logique écosystémique. C'est dans la création de d'autres écosystèmes. On a eu des écosystèmes, enfin des personnes qui ont voulu créer des écosystèmes. Je pense par exemple à le hub Francia. On est sur l'intelligence artificielle. C'est beaucoup plus large que les RH. Ça adresse un segment RH, mais il n'y a pas que ça. Donc on a été un des membres fondateurs de cet écosystème, le hub Francia. Il existe un autre écosystème qui s'appelle le Lab RSE. Alors, qui est un lab RSE PACA, alors plutôt sur la responsabilité sociétale des entreprises, sur la région PACA qui veut se déployer au niveau national. Pareil,
on a été partie prenante et on est un des membres fondateurs de cet écosystème. Donc voilà, on est vraiment dans cette logique, encore une fois, écosystémique, de se dire en fait, entre écosystèmes, on est là pour s'aider, pour s'apporter les bonnes pratiques, pour s'apporter peut-être des adhérents, créer peut-être un jour des adhésions croisées, avec toute la difficulté que ça peut représenter d'un point de vue comptable. Mais en tout cas, de créer ce maillage hyper complexe qu'on peut avoir au niveau national. Ok, intéressant, merci. Et pour revenir un petit peu d'un point de vue opérationnel aujourd'hui sur l'animation de la communauté, est-ce que vous avez mis en place par exemple un système d'on, c'est-à-dire qu'au même titre, vous animez une communauté de professionnels dans les métiers des ressources humaines qui ont donc généralement des enjeux sur l'onboarding et après sur l'engagement des collaborateurs. Est-ce qu'il y a des choses justement dans l'écosystème RH dont vous vous êtes inspiré éventuellement pour le pratiquer sur l'animation de communauté, comme l'onboarding d'un membre, comme on le fait pour un salarié, et puis ensuite comment engager le collaborateur, comment est-ce qu'on fait pour engager un membre? Alors on dit toujours que les cordonniers sont les plus mal chaussés. C'est le cas pour nous. Et après, pour une raison, parce que ce n'est pas les initiatives ou les idées qui nous manquent. En fait, pour une raison, c'est que pourquoi on utiliserait une solution du marché, enfin une solution d'un de nos membres, plutôt qu'une autre. Donc si on utilise, alors on prend l'exemple de l'onboarding, là, je tire le fil de ton exemple, Damien, mais pour reprendre l'onboarding, aujourd'hui, il existe des startups qui proposent des solutions digitales d'onboarding pour les entreprises. On pourrait tout à fait se dire, bah, tiens, nous, aujourd'hui, au sein de l'écosystème, on va mettre en place une solution d'onboarding pour nos membres. Et pourquoi mettre telle solution à la disposition du Lab RH, et d'ailleurs, après, on va potentiellement pouvoir en faire la promotion, plutôt qu'une autre. Voilà, donc c'est toute la difficulté en fait de notre écosystème, puisqu'on se veut vraiment hyper équitable pour l'intégralité de nos membres. Et il n'y a pas de parti pris en fait. On n'est pas là pour juger la solution, si elle est pertinente ou pas. C'est pas notre objectif. Donc les sujets d'onboarding, alors c'est pas le cas de l'onboarding, mais sur d'autres sujets, on a pu le faire. Globalement, nous, on lance un appel à la communauté. C'est-à-dire qu'on dit, ben voilà, je vais prendre un exemple précis, parce que j'ai parlé tout à l'heure d'application de micro-learning. Typiquement, eh bien, en fait, dans notre écosystème, il y a plein de startups qui travaillent dans le monde de la formation. Il y a des startups qui proposent des solutions dédiées au micro-learning. En fait, on a tout simplement lancé une sorte d'appel d'offres sur notre écosystème en disant, voilà notre cahier des charges, voilà ce qu'on veut faire, voilà quel besoin ça répond. Est-ce que ça vous intéresse de travailler avec nous? Et puis, bon, ben, encore une fois, puisqu'on est une association, de mettre à disposition votre solution pour l'association. Et nous, on est dans cette logique-là. On est dans cette logique. On avait même réfléchi à une époque, et pareil, c'est difficile de mettre en place. On avait travaillé sur un modèle qui s'appelle le ratio de partage. Et globalement, c'était de créer une monnaie virtuelle en interne au sein de notre écosystème pour dire, bah, plus je donne, plus je vais avoir en retour. Donc, c'est pour ne pas avoir de membres qui sont là que pour consommer au sein de l'association, ce qui pourrait être le cas, hein, de dire, bah, je paye, donc je peux faire que consommer. Mais c'est un moyen de se dire, OK, il y a aussi des membres qui sont capables de donner beaucoup de choses, du temps, des solutions technologiques, plein d'autres trucs, des formations et autres. Et ben, si je donne, ça va me permettre de gagner cette monnaie et de pouvoir utiliser cette monnaie pour la dépenser sur d'autres trucs. Sur, par exemple, acheter de la mise en visibilité ou des choses comme ça. Donc, on avait réfléchi, en fait, à cette logique de ratio de partage, donc de monnaie virtuelle. Après, encore une fois, créer une monnaie virtuelle, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, on a essayé de le faire. Après, il faut embarquer tout le monde. Est-ce que tout le monde joue le jeu? Est-ce que finalement, sur les 260 membres startup, est-ce que les 260 jouent le jeu? Pas forcément toutes. Et donc, celles qui ne jouent pas le jeu, ben, pourquoi on va les défavoriser plutôt que les autres? Enfin bref. Et après, on se pose plein de questions et qui fait que ben, ça prend du temps, etc. Mais voilà. Donc, on est vraiment dans cette logique d'échange réellement. Et donc, tout ça pour revenir à ta question de savoir quelles sont les solutions qu'on utilise. Est-ce qu'il y a des spécificités? Aujourd'hui, sur les solutions d'onboarding, non, parce qu'on fait nous-mêmes notre propre onboarding et puis on touche les ressources humaines. Hein. Dans RH, il y a le H de humain et donc on est là pour créer du lien. Donc, on ne veut pas tout digitaliser non plus, donc on fait nous-mêmes notre… La question, du coup, voilà, est-ce que vous avez des process avec des rendez-vous systématiquement, l'embarquement, avec des suivis d'une manière ou d'une autre, digitalisé ou pas, hein, après. Tout à fait. Ouais, clairement, on a un process qui est bien clair. Quand un adhérent, déjà, il y a des réunions d'information pour comprendre le Lab RH.
Après, quand il y a un adhérent qui nous dit, bah, tiens, je suis intéressé, il y a des échanges, alors physiques ou téléphoniques avec l'adhérent. Quand il signe et qu'il rentre là-dedans, après, il y a une phase d'onboarding, mais c'est pas un onboarding digital, ça reste un onboarding alors physique. Alors aujourd'hui, c'est pas physique à proprement parler, mais on le fait avec des moyens de visio. Eh bien, les processus d'onboarding. Donc du coup, il y a des sessions, ce qu'on appelle les welcome on board. Donc pour les startups, toutes les startups qui rentrent régulièrement au sein de notre écosystème, elles sont accueillies à travers ce welcome on board. On prend le temps d'expliquer les différents outils, les façons de faire, etc., etc. Et puis après, il y a une personne qui va s'occuper de l'animation de l'écosystème startup. Et de l'autre côté, côté corporate, on fait du coup un onboarding qui est sur mesure, c'est un par un. On ne le fait pas en groupe. Là où les startups, on le fait en groupe, par promotion, on va dire. Du coup, côté corporate, on le fait un par un. Ok. Et là, on réunit les équipes RH du corporate qui vient d'adhérer et on lui fait son process d'onboarding, on lui explique tout et après, point de contact et échange téléphonique si besoin, mail, etc. Donc, il n'y a pas de digitalisation à proprement parler. On pourrait le faire. Et après, on étudie les phases d'offboarding, mais alors là, plus pour les salariés en fait, du Lab RH. En fait, bien évidemment, on peut aussi nous tester en tant que Lab RH des solutions, mais purement en interne Lab RH, qui du coup ne sont pas forcément visibles à l'extérieur. Intéressant. Ok, et alors du coup, justement, tu as commencé très brièvement à aborder le sujet par rapport aux périodes de crise, entre guillemets, qu'on vit depuis le début de l'année avec les 3 premiers mois de confinement, puis rebelote la deuxième session de confinement. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour vous adapter justement sur l'animation de la communauté? Puisque, comme tu le disais, ce sont énormément d'événements que le Lab RH organise. Est-ce que vous avez décidé de tout digitaliser? Est-ce que vous avez testé des choses qui fonctionnent, d'autres peut-être qui ne fonctionnent pas? Mais du coup, qu'est-ce que tu peux nous partager comme bonne ou mauvaise pratique? Alors, bon, je pense que comme quasiment tout le monde, on a tout digitalisé, c'est-à-dire que tous nos événements, on les a passés en mode digital. Donc ça avait lieu avec le premier confinement. C'est ce qu'on faisait pas, hein, pour le coup, avant. Je ne vais pas parler de notre façon de travailler, nous, en interne, mais je parle vraiment sur ce qu'on propose à nos membres. Donc, tous les événements, on les faisait qu'en physique avant, donc on les a passés en 100% digital avec le premier confinement. On a fait comme tout le monde, on est passé par les différentes plateformes pour faire du digital, avec les problématiques de connexion. C'est-à-dire que nous, on adresse, tu l'as compris, un public hyper varié. Et le problème, c'est que dépendant des entreprises, il y a des entreprises qui peuvent pas se connecter à du Zoom, qui peuvent pas se connecter à du Google Meet, etc. Et puis bon, du Teams, on l'avait pas à l'époque et puis on n'a pas encore tout à fait déployé aujourd'hui. Ça coûte un peu d'argent pour nous, association, donc on n'utilisait pas Teams non plus, quoi. Donc bon, voilà, donc il y avait toutes ces difficultés là-dedans. Et bon, en tout cas, ça s'est fait. Après, il y avait les limites quand même du webinar. Donc, sur des échanges comme ça, à deux, c'est facile. Mais quand il s'agit de faire intervenir 4-5 personnes, finalement, d'avoir 4-5 vignettes derrière son ordinateur, c'est pas mal, mais puis après, ça dépend. Est-ce que les gens sont dans un bon environnement, etc. Est-ce que le truc est bien encadré? Est-ce que le son est bon? Blablabla. Enfin bref, il y a plein de problématiques techniques qui peuvent avoir lieu. Et donc, nous, on a pris le pari, puisqu'on a un autre partenaire qui s'appelle Château Forme, qui propose donc des lieux de séminaires et d'événements un peu partout en France, qui nous accueillait donc en physique. Donc forcément, on l'a passé en digital. Et ce qu'on a fait en fait avec Château Forme, c'est qu'on a pris le pari de maintenir nos événements physiques. Et je précise bien là aujourd'hui physique. D'ailleurs, il y a eu une matinale ce matin, Lab RH, mais ce ne sont que les intervenants qui viennent physiquement, avec le respect bien évidemment des gestes barrières, puisqu'on est chez Château Forme, donc société qui se doit, puisqu'on reçoit du public, respecter au maximum les gestes sanitaires. Et donc là, après, on n'oblige personne à venir, mais on trouve des intervenants qui viennent physiquement, du coup, dans les locaux de Château Forme. Et on a une personne qui fait une captation live de l'événement qui est diffusé après, alors aujourd'hui sur YouTube, en live et après enregistré. Et donc, on le propose, nous, en replay, justement, sur notre site internet, grâce à l'espace logué du Lab RH. Demain, on essaiera de passer sur Teams là-dessus. Et ça fonctionne plutôt bien, en fait, aujourd'hui, de cette manière-là. Donc ça, c'est pour la partie événementielle. Et après, pour la partie atelier d'échange de pratiques entre pairs, pareil, un atelier d'échange de pratiques
en pair, normalement, on se voit à 10, 12 personnes maximum et on est dans la même pièce et on discute et c'est plutôt cool, quoi. Donc, une ambiance de relation, j'allais dire classique. Donc, on a pareil dû le passer en full digital. Et là, pour le coup, donc on utilise les solutions classiques type Google Meet ou autre Zoom. Mais là, pour le coup, et ça a été annoncé, on utilise une solution de notre écosystème qui s'appelle Klaxoon, qui permet d'animer les réunions, justement, et donc qui permet, entre autres, d'animer ces ateliers d'échange de pratiques entre pairs. Et bon, aujourd'hui, ça fonctionne bien. Après, bon, là, je rentre dans la philosophie de comptoir, hein, mais la psychologie de comptoir, c'est qu'on arrive à une limite quand même de ce confinement, et je pense qu'on va être encore reconfiné en 2021. Malheureusement, on va encore revivre des sessions de confinement comme on les vit aujourd'hui, qui est certes un peu plus allégé, mais on voit quand même une limite, c'est-à-dire que les gens sont ultra sollicités sur les différentes plateformes, les Zooms, etc., et que tout le monde a envie de se retrouver physiquement, quoi, de pouvoir échanger, en fait, de pouvoir prendre un café, discuter en visu. Donc, on a tous hâte que les choses reviennent à la normale. En tout cas, c'est pour notre écosystème. Une communauté passe notamment par les relations humaines. Ouais, ouais. C'est toute la difficulté. Malgré la digitalisation, c'est pas forcément toujours l'idéal sur le long terme. Ouais. Dernière question, pour toi, vraiment, quelle est la mission et le rôle en fait d'un community builder? Je dirais même que c'est l'avant-dernière question. C'est une bonne question. Alors, c'est marrant que tu utilises le terme de community builder. Nous, on a appelé ça au démarrage du LabRH l'écosystème builder. C'est à peu près la même chose, hein. Mais alors, dans le terme de builder, il y a le terme construction, en fait. Et c'est intéressant quand on est au démarrage. Donc, nous, ça a été le cas au LabRH. C'était l'écosystème builder. Il devait créer son écosystème de start-up. Donc, on était au démarrage et donc son rôle, c'était de pouvoir identifier sur le marché français quelles étaient les startups innovantes et puis essayer, il y a quand même une forme de dimension commerciale un peu puisqu'on vit par les adhésions, d'essayer de montrer que ça peut être intéressant de rejoindre le LabRH et que c'est par le nombre de ses membres innovants que le LabRH peut exister. Donc, il a construit cette communauté pendant pas mal de temps, qui s'appelle Alexandre, qui n'est plus membre permanent de l'équipe, mais qui a basculé justement dans une startup du LabRH, donc qui est toujours dans l'écosystème et qui en plus est membre du conseil d'administration. Pour la petite histoire. Aujourd'hui, on est plutôt sur, et là c'est Clément qui s'en occupe, sur l'écosystème Startup Manager. Donc là, c'est sur la gestion de l'écosystème. Parce qu'à un moment donné, en fait, à mon sens, une communauté, si on regarde les chiffres, elle croît, mais à un moment donné, de facto, elle va arriver à un plateau. Enfin, elle ne peut pas croître de manière exponentielle tout le temps, c'est pas possible et c'est normal. Donc, une communauté va croître et va atteindre un plateau. Donc, on est dans son rôle de management et donc de gérer cette communauté. Et donc, pour gérer cette communauté et l'animer et répondre à ses attentes, et ben, c'est de savoir quels sont réellement ses besoins, ses objectifs, quelles sont ses attentes par rapport à l'écosystème qui l'accueille. Et donc, nous, on fait des sondages relativement régulièrement en masse pour savoir quelles sont les attentes de notre écosystème et aussi après du one-to-one, quelles sont les attentes de chaque membre un peu pour récolter des grandes idées, des grandes tendances et on dessine des choses. Et donc, ce rôle, enfin, le rôle du community builder, c'est la construction, mais après, il devient community manager et après, il doit gérer son écosystème, manager son écosystème pour le maintenir et surtout lui donner envie de continuer à rester dans cet écosystème. Alors, peut-être qu'il existe des écosystèmes complètement gratuits, et nous, on aurait aimé arriver à ce business model au sein du LabRH, c'est-à-dire se dire, on est une association qui promeut l'innovation RH en France. Pourquoi faire payer les startups? C'est une question qu'on se pose, hein, clairement. Pourquoi faire payer les startups? Puisqu'on est là pour les promouvoir. Ben, si demain, on arrive à trouver le business model qui nous permet de vivre, nous, en tant que membres permanents, et de continuer à animer la communauté et de faire rentrer nos adhérents gratuitement, les choses seront un peu différentes. Donc, mais après, il faut être vigilant, à toujours répondre à leurs attentes et surtout à pas à avoir, en fait, à partager les mêmes valeurs, en fait. Et donc, le community manager doit être aussi le garant du cadre dans le respect des valeurs de l'écosystème qu'il anime et des valeurs de l'entreprise à laquelle il appartient. J'aurais presque aimé finir là-dessus, mais j'ai quand même une dernière question. Oui. Pour toi, quelles sont justement les qualités d'un bon community builder?
Alors, je vais reprendre un truc parce que, en fait, un community builder, c'est marrant parce que je fais un parallèle avec les ressources humaines. Aujourd'hui, dans les RH, on parle beaucoup d'animation de communauté dans les entreprises. Il y a la même chose, c'est-à-dire que il y a nous l'animation de communauté telle qu'on l'entend, toi et moi, par rapport à nos environnements respectifs. Mais dans les entreprises, en fait, les entreprises se posent de plus en plus la question de savoir comment elles animent en interne leur propre communauté. Et en fait, je verrais deux rôles, enfin trois plutôt. C'est ce que je disais, un rôle de gardien, donc de garant du cadre, gardien de l'éthique, l'usage des données, de la discrimination, les technologies qu'un community builder, par exemple, ou un animateur communauté, toutes les technologies qu'il peut utiliser, il ou elle peut utiliser, respectent un cadre légal, un cadre éthique, en fait, autour de tout ça. Il y a aussi, il doit être stratège parce que on doit atteindre un objectif. Et donc, l'objectif, c'est l'animation de communauté, mais c'est quoi les objectifs de la communauté aussi derrière? Donc, en fait, il faut avoir les bons indicateurs pour pouvoir prendre les bonnes décisions et être orienté data. Donc, il y a ce côté un peu stratège. Et puis après, animateur, des qualités d'animateur en tant que tel, quoi. J'anime, donc j'ai un bon relationnel. Je tiens au courant régulièrement mon écosystème. Je suis équitable aussi vis-à-vis de mon écosystème, c'est-à-dire que ce que je communique à l'un, je dois le communiquer à l'autre. On ne cache pas des choses à l'un et à l'autre. Voilà. Donc pour moi, c'est ces trois rôles gardien du temple, stratège et animateur à proprement parler. Merci beaucoup, Alexandre. Oh, je t'en prie, merci Damien. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce Community Talk. Je vous donne rendez-vous d'ores et déjà pour le prochain Community Talk qui aura lieu jeudi. Cette semaine, c'est assez exceptionnel. On en fait 2 dans la même semaine. Donc, jeudi matin avec Fabien Roux, justement, de Parisome. Je vous partage le lien pour vous y inscrire si vous souhaitez y participer sur le thème de comment l'incubateur Rhizome de Paris Co anime une communauté au service de la transformation RH et de l'évolution du travail. Donc, on sera un peu sur les mêmes thématiques, mais là, on va vraiment rentrer dans le dur et l'opérationnel sur l'accompagnement de start-up avec double communauté aussi, la partie start-up, la partie grand compte partenaire. Donc Fabien nous présentera tout ça jeudi matin à 11 h. N'hésitez pas à vous inscrire, ça promet aussi d'être passionnant. Exactement, c'est très complémentaire justement avec ce que j'ai dit et Fabien est quelqu'un de super et vous allez voir que l'écosystème Rhizome de Paris Co est hyper intéressant. Merci beaucoup Alexandre. Merci à toi Damien, merci à vous de m'avoir écouté. Et puis je vous donne rendez-vous dès jeudi pour ce prochain Community Talk. Très bonne journée à vous. Bonne journée, à bientôt.